Bonjour et bienvenue à votre podcast Éducation Famille. Mon invité de cette semaine est une professionnelle qui œuvre dans son domaine depuis plus de 25 ans. Formatrice internationale dans le domaine du développement et du fonctionnement de l'enfant et autrice de plusieurs livres, elle a exercé ses débuts de pratique en pleine ville de New York qu'elle quittera après le fatidique 11 septembre. Elle aura eu le temps d'y prendre pays, mari et d'y faire naître son premier enfant. C'est la clientèle la plus difficile avec laquelle on l'avait jumelée en début de carrière qu'elle a développé son intérêt envers celle-ci au point d'en développer une expertise. Que ce soit à travers sa clinique, ses 5 livres ou ses nombreuses conférences et formations, mon invité ne manque pas une occasion de vulgariser ses connaissances et stratégies sur le développement de l'enfant avec le grand public de diverses façons qu'elle nous fera découvrir. Mère de Madeleine et Maxime, c'est avec son conjoint Glenn et partenaire d'entreprise des 21 dernières années qu'elle poursuit sa mission et ses objectifs. Elle consacre maintenant la majorité de son temps à l'accompagnement des enseignants, éducatrices et professionnels de la santé dans ses formations en ligne. La morale de son histoire, on ne sait pas ce que la vie nous réserve. Il faut lui faire confiance. Je reçois donc avec plaisir l'ergothérapeute clinicienne en pédiatrie, Josiane Caron-Santa. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Salut Claudine. Bonjour Josiane. C'est le fun d'entendre sa vie comme ça. Oui, il y en a qui disent, mon Dieu, c'est ma nécrologie. Mais je trouve ça bien, puis j'aime ça laisser un petit mystère de ça. Mon Dieu, c'est qui François? C'est une spécialiste? Ah, oui. C'est pour ça que j'ai pas présenté l'ergothérapeute tout de suite, parce que quand même, c'est un parcours intéressant que tu as, parce que, bon, tu as fait tes études ici. C'est important pour toi d'apprendre, comme tu me disais, hors d'onde, que tu voulais apprendre l'anglais, etc. Ça t'a amené aux États-Unis. Tu as pris pays, mari. Donc, c'est quand même une histoire intéressante. Et puis, je te reçois aujourd'hui, naturellement, on n'est pas diffusé en direct. Ça va être un petit peu plus tard, mais sais-tu quelle journée nous sommes aujourd'hui? Le 27 octobre 2023. Oui, c'est la journée de l'ergothérapie. Oui! C'est la journée de l'ergothérapie. C'est la semaine de l'ergothérapie. Oui, okay. Et le mois d'octobre, c'est le mois de l'ergothérapie. OK, parfait. Ouais, c'est une belle coïncidence. Ben oui, c'est ça. Vraiment? Donc, j'ai dit, c'est bien, on la reçoit cette journée-là, fait que tant mieux. C'est un peu embarrassant, c'est moi qui y a pensé en premier. Écoute, c'est même pas moi, c'est mon équipe derrière moi qui font très bien leur travail. Donc là, j'ai l'air bien bonne. Mais donc, c'est ça. Écoute, en ce mois, cette journée, cette semaine de l'ergothérapie, je reçois quand même une ergothérapeute qui a fait quand même un bon parcours de 25 ans et plus. Qu'est-ce que c'est qu'un ergothérapeute? C'est quoi son travail? C'est un spécialiste. Oui. Quel est son domaine? C'est quoi son travail? L'ergothérapeute, il y a quelqu'un qui avait défini ça comme ça à un moment donné, j'ai trouvé ça bien, que c'était comme le ninja de l'occupation. L'occupation, l'occupation, dans le fond, c'est tout ce qu'une personne fait, a besoin de faire, veut faire. Alors, tant que ça touche le quotidien, s'habiller, manger, dormir, se déplacer, avoir des loisirs, socialiser, tout ce qui implique manipuler des choses, se développer, apprendre, aller à l'école, bien, ce sont toutes des occupations, dans le fond. Et l'ergothérapeute, finalement, c'est le professionnel qu'on peut consulter, par exemple, lorsqu'il y a un problème dans la vie quotidienne, quel qu'il soit. On va appeler ça une situation de handicap. Parce que c'est pas parce qu'on a quelque chose qui est problématique que ça nous cause un problème au quotidien. Alors, par exemple, je pourrais... j'ai pas d'exemple qui me vient... j'ai aucun exemple qui me vient par rapport à ça. Ça va me revenir. Mais ça peut être juste un geste normal, banal du quotidien ou pour lequel on rencontre une difficulté? Oui, mais où j'allais avec ça, dans le fond, c'est que je pourrais avoir une condition quelconque qui me dérange pas. Bon, par exemple, prenons la situation d'une personne qui aurait un TDAH et qui ne vit pas de handicap à cause de ça. La personne a plus d'énergie, la personne est plus créative, donc a misé sur les beaux côtés. Elle n'y voit pas une lacune. Elle ne voit pas de lacune, donc
C'est ça, on n'intervient pas sur une condition, on n'intervient pas sur une partie du corps, on intervient dans le fond lorsque sur un la handicap personne... physique, parce que souvent on va penser à ça, des fois qu'ergothérapeute va juste intervenir sur un handicap physique ou une réhabilitation physique. C'est ça, on peut intervenir pour tous ces domaines-là tant que la personne a un besoin, puis c'est ce qui caractérise notre profession, c'est qu'on part vraiment d'un besoin. Et là, on va analyser un peu. On va prendre un besoin pédiatrique. Là, un enfant, par exemple, qui a de la difficulté à rester assis sur une chaise d'une manière stable assez longtemps. Donc, un enfant qui gigote au repas ou qui gigote en classe. Pour être hyperactif, mais sans nécessairement être hyperactif non plus. Oui, bien, sans regard des causes derrière. Disons que fonctionnellement, cet enfant-là a de la misère à se concentrer ou à participer à une activité de repas familial ou à une activité d'apprentissage en classe parce qu'il gigote trop. OK? Donc, ça pourrait être notre situation. Sans avoir de diagnostic, c'est juste une problématique qu'on vit. On parle de la problématique. Okay. C'est exactement ça. Et là, l'enseignant pourrait conseiller aux parents, ou si le parent connaît l'ergothérapie, pourrait dire, je vais aller voir un ergothérapeute pour essayer de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a derrière ce défi-là dans le quotidien. Et nous, on va évaluer. Donc, on va évaluer, bien sûr, tout ce qui est le développement de l'enfant. Donc, son développement physique, son contrôle de sa posture, par exemple. Est-ce qu'il y a tout ce qu'il faut pour rester assis dans ses muscles, par exemple? On va évaluer aussi sa motivation à rester assis. Donc, au niveau affectif, on va considérer ça. Donc, par exemple, s'il n'aime pas l'école, il trouve ça difficile, ou le repas, les conversations, ça ne le touche pas, c'est sûr que c'est plus difficile de rester assis. Donc, c'est une composante qui pourrait jouer un rôle au niveau cognitif. Donc, a-t-il compris qu'il faut rester assis sans bouger au repas? Ça peut paraître évident, mais moi, comme tu disais dans l'introduction, la clientèle qui m'a touchée, avec qui je travaille beaucoup, ce sont les jeunes autistes, par exemple. Donc, pour eux, c'est pas nécessairement évident. C'est une convention sociale qu'il faut rester assis sans trop gigoter. Eux, s'ils ont besoin de bouger, ben ils vont bouger. C'est ce que leur corps commande. Et fait que parfois, ben, c'est au niveau cognitif que l'enfant, il y a peut-être des choses qu'il n'a pas compris. Alors, on évalue tout ça. On évalue l'environnement aussi. Par exemple, ben, s'il est mal installé. Hein, ça. Puis on voit beaucoup ça. À la maison, les tables de cuisine sont très hautes pour les jeunes. Les pieds pendent par terre. C'est plus dur d'être stable. C'est inconfortable. Ça peut arriver en classe aussi que le poste de travail est mal ajusté. Donc, on en tient compte. C'est sûr que ça peut mener à avoir un besoin de gigoter. Quand on dit que c'est pas ergonomique, mais exactement. C'est ça, ouais. Puis au niveau du contexte, est-ce que c'est réaliste? Hein? Si on se dit, ben, mon petit coco, il a de la misère à participer au repas, il gigote, puis tout ça. Puis, ça dure 2 heures. Ça dure 2 heures et ce sont des conversations en majorité d'adultes. C'est pas réaliste. À 4 ans, on a besoin de bouger. Puis si en plus, ses pieds touchent pas par terre et que l'activité qui suit, c'est quelque chose de grand intérêt, bien, c'est pas réaliste. Donc, il y a un décalage dans ce qu'on demande puisque l'enfant... Donc, on regarde tout ça. Il y a vraiment une analyse. Parce que c'est vrai ça. que cet exemple-là est vraiment un bon exemple dans le sens que il y a plein de raisons qui peuvent faire que même un adulte ou un enfant ou un jeune ne peut pas rester assis. Ça peut être un lien psychologique, ça peut être émotif, ça peut être une raison comme on vient d'énumérer, mais ça peut être aussi parce qu'il y a un clou qui ressort dans la chaise qui lui fait mal. Là, ça peut être la condition, ça peut être juste l'objet qui n'est pas convenable pour lui. Tout à fait. Puis parfois, on pense que c'est intuitif pour l'enfant de le savoir puis de s'en rendre compte qu'il n'est pas confortable. Mais plus l'enfant est jeune, moins qu'il va être capable de faire de lien entre ma table est trop haute, puis c'est pour ça que je gigote. Donc, oui, on évalue, on analyse tout ça, et au bout de ça, on peut proposer des stratégies en fonction du besoin initial, qui était, bien, on a un enfant, ce qu'il a besoin, c'est d'être plus posé pour être capable de profiter des apprentissages. Et là, les interventions peuvent aller autant dans les 3 sphères. Donc, ça pourrait être, OK, on fait des activités qui vont développer sa posture. Ça pourrait être considérer certains équipements, par exemple, un petit coussin qu'on met sur la chaise qui, je ne sais pas si tu as déjà vu ça probablement, hein, dans le domaine de l'éducation, un petit coussin d'air qui permet à l'enfant de gigoter discrètement. Oui. Donc, il peut avoir du mouvement dans son corps. Il y a eu beaucoup d'évolutions, même en milieu scolaire, là, des vélos maintenant en classe, que l'élève va se lever pour
Fait qu'on connaît bien la gamette des outils possibles. Et pour des petites stratégies rapides, c'est bien. Puis quand on a bien compris la cause derrière ça, bien à ce moment-là, on peut aller travailler à l'origine du problème. Donc, c'est un exemple, dans le fond, qui explique un petit peu comment un ergothérapeute peut travailler. Et les ergothérapeutes vont travailler beaucoup aussi en prévention, en pédiatrie. Alors, partager de l'information, moi, je me retrouve beaucoup là-dedans aussi parce que j'en parle au quotidien. Donc, plus qu'on comprend comment se développe le corps, bien, on peut prévenir en développant les choses avant, par exemple, la posture, avant de se rendre compte qu'il y a un manque puis qu'on a de la misère à rester assis, finalement. Et là, j'ai parlé de pédiatrie, mais tous les âges, toutes les conditions sont susceptibles de bénéficier d'un ergothérapeute. Une personne qui aurait, par exemple, une basse vision peut avoir besoin d'un ergothérapeute pour des stratégies pour apprendre à naviguer le monde. Un travailleur avec un accident de travail qui doit réapprendre à fonctionner ou changer sa façon de travailler, l'ergonomie. Quelqu'un qui a un AVC, par exemple. Oui, toute la rééducation après un trauma, après... Donc, les personnes âgées aussi, le maintien de l'autonomie, trouver des équipements, par exemple, pour le bain, pour que ça soit plus sécuritaire. Donc, tous les êtres humains sont susceptibles de bénéficier du travail d'un ergothérapeute, mais moi, j'ai choisi la pédiatrie et c'est là-dedans que je me suis développée. C'est de ça que j'aime parler. Ah oui, c'est ça, oui, parce que naturellement, tu as tes capsules, tu as accompagné, tu as été ergothérapeute. Bien, tu as toujours ergothérapeute. Oui, moi, des fois, ça m'insulte, vous êtes ex-enseignante. Non, je ne suis pas ex-enseignante, je suis encore enseignante. C'est ça. Mais dans le sens que ta pratique privée, là, tu en fais moins parce que là, tu fais plus de formation là, avec d'autres professionnels. Mais à travers, donc, tu as choisi la pédiatrie. Déjà d'emblée, c'était quelque chose que ça t'attirait vraiment, la pédiatrie? Non, non, c'est ça. Parce que t'as été amené là de force un peu là, au début là, de ta carrière. Oui, c'est vraiment une drôle d'histoire parce que moi, j'ai jamais voulu être ergothérapeute. En fait, moi, je voulais être vétérinaire. Je suis une petite fille qui aimait les animaux et comme tous les enfants aiment les animaux, je vais travailler avec les animaux. Puis le travail associé à ça, c'est vétérinaire, mais j'ai jamais démordu de ça. Et lorsque j'ai poursuivi mes études, bien, j'ai eu du plaisir en fin de secondaire au cégep. Puis, je trouvais que mes notes étaient bonnes, mais ça a l'air qu'elles n'ont pas été assez bonnes pour l'école de médecine vétérinaire de Saint-Hyacinthe. Qu'on salue en passant. Exactement, j'aurais fait une très bonne vétérinaire. Ben oui, regardez, là, gaspillage, mais pas du gaspillage, parce qu'elle sert une autre bonne communauté, mais gaspillage pour vous autres, parce que vous auriez eu une sacrée bonne vétérinaire, certain. Une passionnée, c'est sûr. Mais là... formerait les meilleurs vétérinaires d'aujourd'hui. Alors, après le cégep, je suis allée à l'université sans avoir été admise. Alors, je me suis inscrite en microbiologie, immunologie. Et je me suis dit, ça va être une bonne préparation lorsque je serai admise en médecine vétérinaire l'an prochain. Parce que le rêve n'était pas... Non, c'est la cote R. Hein. On m'a dit, votre cote R est un petit peu sous les critères. Mais là, l'année d'après, j'avais la cote R. Mais là, la lettre que j'ai reçue l'année d'après, ils montaient les critères. En tout cas, ils m'ont fait vivre ça jusqu'à la fin. J'ai gradué en microbiologie, immunologie. Alors, un métier qui m'intéressait moins au niveau fonctionnel. Là. Je ne voulais pas travailler dans un laboratoire, mais qui était très intéressant. Et au moment que la COVID est arrivée, c'est là que j'ai vu, c'est intéressant, je comprends tout. Oui. Mais bon, je ne voulais pas travailler là-dedans. Donc, après ce bac-là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et là, je me dis, j'ai besoin d'une job. J'ai besoin d'une job. Et là, je suis allée pragmatique. Je me suis dit, qu'est-ce qui peut me donner une job facile de trouver du travail? Donc, je ne voulais pas aller dans quelque chose de trop général. Non, c'est pas contingenté, mais un bac qui est général. Oui. Par exemple, microbiologie, immunologie. C'est général. Il n'y a pas de job clair associé à ça. Il n'y a pas un titre avec un ordre professionnel nécessairement qui mène à... Il faut trouver... La plupart de mes collègues de travail, par exemple, sont allés travailler en pharmaceutique comme représentants. Donc, c'est pas comme ergothérapeute où tu apprends le métier. Il y a juste toi qui peux faire ce métier-là. Tu portes le titre. Alors, je me suis dit, je vais aller me chercher une profession qui fait que je ne suis pas en compétition avec le monde entier pour un travail et qui a beaucoup de jobs.
Et j'avais appris aussi qu'avec ce travail-là, on pouvait voyager. Et moi, je me suis dit, ben, l'hiver fait froid au Québec, ça serait le fun de pouvoir me voyager un jour, peut-être vivre ailleurs plus tard. Et c'est ce qui m'a mené à cette... il y a eu une période de recherche, mais là, je suis tombée sur cette profession-là. Je savais qu'il m'offrait ça et je connaissais pas tant, mais je me suis dit, bon, je croise mes doigts, au moins je vais voyager, je vais avoir une job, puis quelque chose dans le domaine de la santé, c'est important en pour moi. interaction avec les gens aussi. Je vais découvrir. Et ça a été un bac quand même un peu up and down au niveau de l'intérêt parce que l'ergothérapeute, comme j'expliquais tantôt, on fait tellement de choses. C'est vaste. Donc, les personnes âgées, ben, ça me collait pas nécessairement, cette clientèle-là. Il y a d'autres sujets, tout ce qui est musculo-squelettique, ça m'intéressait un peu. La santé mentale, j'avais accroché quand même intéressant. La pédiatrie, non. Moi, j'avais pas eu de petites sœurs, petits frères et tout. J'ai pas côtoyé beaucoup d'enfants dans ma vie, donc je me sentais pas nécessairement attirée ou à l'aise. J'avais pas eu de stage non plus à ce moment-là en pédiatrie. Donc, moi, je pensais que j'irais vers la santé mentale. Finalement, mon premier emploi a été en santé mentale et c'était en Colombie-Britannique. Donc, je suis allée là après ma graduation et finalement, ça s'est pas passé comme j'anticipais. Et j'ai une copine qui était partie travailler à New York. Et là, elle travaillait en pédiatrie. Elle me dit, viens à New York, c'est le fun, la ville de New York. Je me suis dit, la pédiatrie, je connais pas, mais New York, ça a l'air cool. Donc, je suis allée à New York. Puis, mais là, une chance que c'était à New York, que c'était pas... Mais c'est ce qui m'a amenée. Je pense pas que j'aurais trouvé un emploi en pédiatrie d'emblée. J'avais pas l'intérêt, mais le coup de cœur, le coup de foudre, dès que j'ai approché un enfant en contexte d'ergothérapie, j'ai jamais démordu. C'est la passion, une nouvelle passion est née. La médecine vétérinaire, j'ai arrêté d'y penser. Là, j'étais comme, wow. C'est des petites bêtes auxquelles tu t'es encore plus attachée. Oui, alors je veux apprendre. Je veux apprendre. J'ai pris beaucoup de formations. Et comme tu disais tantôt, la clientèle qu'on m'a assignée parce que c'était des enfants qui ont un peu plus de besoins. C'est un peu plus difficile d'un point de vue d'accompagnement. C'était la clientèle autiste. Je connaissais pas ça. Mais c'est les cas qu'on me donnait. Alors, j'ai pris beaucoup de formations. J'en ai fait une carrière d'apprendre à connaître comment le cerveau autistique fonctionne, comment on peut aider. J'adore côtoyer les jeunes autistes. Ils m'apprennent tellement, ils sont tellement authentiques. Moi, cette clientèle-là, ça a été vraiment mon coup de cœur. Ça le demeure, là, de ma carrière. Et c'est ça. Donc, j'ai été à New York jusqu'au fameux 11 septembre. Tu étais là longtemps? Tu étais là quelques années? Quelques années, oui. Et quand le 11 septembre est arrivé, bien, c'est sûr que ça l'a ébranlé beaucoup, moi et mon conjoint que j'ai rencontré en Colombie-Britannique. On était allés à New York ensemble. OK. Je ne l'ai pas pris aux États-Unis. C'est un Canadien. Oui, c'est ça. Donc, elle est restée dans le même pays. Exactement. Et là, ben, après le 11 septembre, on s'est dit, ouf, la vie peut être courte, on ne sait pas ce qui nous attend. Let's go, on fait un bébé. Ma fille est née. Puis là, un bébé à Manhattan, pas cool. C'est pas pratique, là. Pas de voiture, pas en tout cas. Et le sentiment de sécurité était moins là, donc on a quitté. On est revenu vers le Canada avec notre américaine. Oui, c'est vrai. Là, il faut avoir les deux citoyennetés, j'imagine. Oui, bien c'est ça. Fait que pour elle, ça va peut-être lui servir un jour si elle veut voyager puis aller retourner vers les États-Unis. Elle a maintenant 21 ans, on verra. Mais c'est ça. Fait que là, tu es revenu ici. Oui. Et qu'est-ce qui fait en sorte, là, t'as-tu pratiqué, est-ce que tout de suite tu as ouvert ta clinique ou tu as plus continué à travailler en pédiatrie dans d'autres endroits? J'ai travaillé quand je suis arrivée, j'avais besoin de m'établir au Québec. Alors, je suis allée travailler pour le réseau public. J'étais au Centre montérégien de réadaptation dans l'équipe diagnostic au niveau des troubles du développement pour l'autisme. Et encore là, j'ai continué à apprendre beaucoup dans ce domaine-là. J'ai rencontré, parce qu'on travaillait en équipe, c'est une équipe de 3e ligne, donc les jeunes, par exemple, qui pouvaient être plus difficiles à diagnostiquer en première ligne,
et où il y avait des diagnostics qui se confrontaient, là. Et là, ça montait jusqu'à notre équipe spécialisée par rapport à ça. Donc, on évaluait ensemble, on travaillait ensemble. J'ai tellement appris avec cette équipe-là. Alors, j'ai travaillé là jusqu'à ce que j'ouvre ma clinique. J'étais sur un remplacement de poste quand j'étais là. Fait qu'à un moment donné, la personne est revenue. Puis ça a été le coup d'envoi, dans le fond, pour ouvrir ma clinique Ergothérapie Les Mille Pattes, qui a commencé chez moi, dans mon sous-sol. Mais les besoins étaient grands. Puis rapidement, j'ai eu des collègues dans mon sous-sol. Et rapidement, ensuite, on a sorti du sous-sol. Puis à un moment donné, on était 25. Dans une clinique qui est devenue c'est un parcours qui nous ressemble beaucoup avec oui. les femmes pédagogiques, c'est ça? Oui. Mais tu sais, c'est ça parce qu'ergothérapeute, c'est ça, comme tu disais, il y a vraiment, c'est très vaste comme justement dans quelle en réalité, quelle pas discipline, mais vers quelle clientèle tu veux te diriger. Mais aussi, au niveau du travail, tu peux soit te retrouver en milieu hospitalier, tu peux te retrouver en scolaire, en clinique privée. Dans la communauté, CLSC. Oui, tout à fait. Et là, toi, qu'est-ce qui fait que tu as décidé, moi, je m'ouvre une clinique privée? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu dis, tu n'as pas été vraiment en milieu hospitalier, etc. Qu'est-ce qui t'a amené vers ça? C'est une bonne question. Puis la réponse, c'est que j'étais tellement passionnée et j'ai pris tellement de formations, j'ai lu tellement de livres et que je voulais aller au fond de ce que je pensais pouvait aider mes clients. Puis dans le réseau public, c'est sûr qu'on est plus limité en nombre de sessions ou bien dans les domaines qu'on peut aborder. Par exemple, si on est dans un programme au niveau physique, on travaille plus les besoins physiques. Et au privé, ce que je trouvais merveilleux, c'est qu'on pouvait accompagner un enfant dans toutes ses occupations. Donc oui, l'enfant peut-être a besoin de travailler, développer sa posture, mais aussi, il vivait des défis par rapport à se faire des amis ou bien à développer, dans le fond, certaines stratégies d'apprentissage. Encore là, au niveau de l'autisme, bien, il y a moins de services d'accompagnement adaptés au mode de pensée autistique. Donc, les services de tutorat qui existent, qui sont disponibles, ne sont pas toujours accessibles. Et je travaillais au niveau des apprentissages académiques. Donc, je faisais autant des mathématiques, des stratégies sociales, que à quatre pattes à terre, let's go, on développe notre posture. Puis, je trouvais qu'on pouvait aller au bout des besoins du client, puis on pouvait rester impliqué aussi longtemps que la relation avec la famille de confiance était là, puis que c'est plus facile de suivre un élève un à un, puis de le faire progresser. Tu vas plus à vitesse grand V. Tu personnalises plus aussi tes interventions. Oui, mais oui, puis je trouve ça tellement merveilleux ce que je vais te dire là, parce que les quelques clients que je vois encore, qui ont maintenant 20 ans, c'est des enfants que j'ai vus quand il y avait 2 ans. Et que c'est sûr que ça fait pas 20 ans que je les suis une fois par semaine. Il y a eu des périodes de suivi plus intensives, des périodes de pause, d'autres besoins qui reviennent, mais c'est tellement merveilleux d'avoir pu faire partie et de faire encore partie de la vie de jeunes tout au long de leur croissance, adolescence, jeunes adultes. Quand on travaille, mettre moins des choses dans la bouche, puis là, avec les mêmes clients, on travaille à être à l'aise pour conduire une voiture ou trouver un emploi. Et moi, je trouve ça, quel privilège. Puis toi, ta clientèle est principalement autiste, la clientèle avec laquelle toi, tu as travaillé? Oui, je dirais à 80%. C'est sûr qu'il y a des clients plus ponctuels qui sont venus et partis en termes d'évaluation. Puis, au niveau des troubles neurodéveloppementaux, TDAH ou le trouble développemental de la coordination, puis tout ça, c'est beaucoup cette clientèle-là. C'est sûr que j'ai vu, par exemple, des bébés pour l'alimentation. J'ai vu d'autres types de besoins aussi, là, peut-être des enfants avec des syndromes ou des choses plus spécifiques. Mais ce qui a constitué finalement ma clientèle long terme, ça a été plus les enfants
sur le spectre autistique. Oui. Oui. Et puis, qu'est-ce Ouais. que tu apprécies? Parce que tu parles de cette clientèle-là avec des étoiles dans les yeux, puis Ah ouais. tant mieux parce que, puis en plus, je pense qu'il y a une évolution, là, tu sauras Ouais. me le confirmer dans les 25 dernières années. Qu'est-ce que tu as vu comme évolution? Qu'est-ce que tu aimes de cette clientèle-là d'abord? Qu'est-ce que tu vas chercher, cette clientèle-là, chez cette clientèle-là que tu ne vas pas chercher chez une autre clientèle? Ah, c'est un peu difficile à répondre. C'est sûr que l'authenticité, c'est pas des personnes ou des enfants qui... Il n'y a pas grand filtre. Non, il n'y a pas de filtre, puis il n'y a pas nécessairement toujours nécessairement une modulation de ce qu'ils vont dire ou comment ils vont agir pour créer un impact sur l'autre. Par exemple, pour faire fâcher l'autre ou pour... on sait que quand ça va pas bien, quand l'enfant se désorganise, il vit vraiment quelque chose de difficile. Mais quand ça va bien, c'est que les intérêts sont souvent différents. Et ça fait partie du diagnostic. Il y a des intérêts particuliers. Donc, ça me fait découvrir des intérêts. Quand, par exemple, un jeune commence à me parler des ponts, je ne me suis jamais arrêtée pour parler de ponts. Et moi, j'aime ça, rentrer dans leurs intérêts. Puis, c'est sûr qu'il y a ça devient des mini-experts là, dans un domaine qui les fascine. Là. C'est sûr qu'il y a beaucoup de variations dans les profils, mais je trouve qu'on peut beaucoup apprendre parce que eux, quand ils vont développer quelque chose là, qui les passionne, ben, ils aiment beaucoup en parler, puis ils voient des choses qu'on voit pas, ils voient les choses des fois d'une façon différente. Moi, ça me passionne. C'est ça, il y a des sujets que j'ai jamais approfondis. J'avais un jeune, à un moment donné, qui aimait beaucoup les différentes formes de robinets et l'eau qui coule et tout ça, puis on s'arrête pas à parler de ça, à s'intéresser à ça, à regarder des images de ça, mais c'est le fun de pouvoir sortir de notre quotidien, puis je trouve que c'est des jeunes qui sont justement j'invente un terme, là, mais la loyauté relationnelle au niveau thérapeutique. C'est quand on forme une relation, elle est là, elle est forte, elle dure. C'est... je sais pas comment l'expliquer autrement. Je trouve que c'est des belles personnes et leur façon nécessairement de voir les choses. Dans le fond, c'est juste une organisation différente du cerveau, puis justement... ça amène une façon de voir la vie qui est différente. Puis ça vient tellement compléter ce qu'on voit au quotidien. Moi, Oui, puis quand j'ai rencontré au salon d'éducation, la capsule ne paraît pas encore, mais j'ai eu un jeune autiste qui est venu puis qui a pris vraiment de sa condition, puis tu sais, il était fier de sa condition, puis on est vraiment, tu sais, il mettait beaucoup en valeur sa condition. Tu sais, on est des gens, on est intelligents, on est des... Puis là, il mettait des mots sur vraiment comment lui se sentait, puis il voulait vraiment faire reconnaître sa condition. Il était très, très articulé, très brillant. Et puis effectivement, puis toi, tu dois être heureuse de voir que durant les dernières 25 années, il y a eu une évolution pour ces gens-là, pour cette clientèle-là. Parce qu'il y a 25 ans, quand tu as commencé, c'était pas comme ça, là. Cette clientèle, tout ce qui pouvait s'ouvrir pour cette clientèle-là. Oui, puis je pense que c'est parce que au niveau de la compréhension de la différence au niveau neuro, finalement, ça a permis d'élargir les critères diagnostiques. Puis à ce moment-là, ben, des gens comme toi et moi dans la société qui ont pu reconnaître que leur façon de penser était un peu différente. Ça ne veut pas dire qu'ils ne fonctionnent pas bien. Puis justement, souvent, c'est un avantage, cette façon de penser-là. Mais ce qui fait que le diagnostic s'élargit et qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont l'obtenir, qui sont plus âgées, verbales, qui peuvent exprimer, qui peuvent partager justement ce qu'ils vivent. Puis ça permet à tous de mieux comprendre cette différence-là, puis de l'apprécier. Parce qu'il y a des gens de notre âge qui le sont puis qui ne le savent même pas. C'est ça. Puis souvent, c'est à travers le diagnostic de leurs enfants que les adultes de notre génération vont apprendre sur cette façon-là d'être, l'organisation, dans le fond, dans le cerveau. Puis ils vont dire, ben, il me semble que moi aussi, je vois les choses de cette façon-là. Moi aussi,
ce type de stimulation-là, par exemple, sensorielle, m'irrite un peu plus. J'ai jamais pensé que c'était différent, mais là, au contact des professionnels, ben, cette éducation-là fait qu'eux-mêmes peuvent décider de faire une démarche pour obtenir un diagnostic qui souvent soulage. C'est pas... Mais non, ils comprennent enfin. Ah, c'est pour ça que je faisais ça, c'est pour ça que je suis comme ça, c'est pour ça que j'ai tel ou tel comportement ou tel ou tel... Comme je te disais tantôt, les situations de handicap, c'est que ces adultes-là n'étaient pas nécessairement en grande situation de handicap. De là, il n'y a pas eu de course au diagnostic par leurs parents ou par eux. Sauf que, oui, il y a une différence dans la façon d'être, ce qui fait que pour eux, c'est intéressant de la comprendre puis de la nommer, même à l'âge adulte. Puis ils se sont auto-trouvés aussi, des fois, des façons de pallier à cette réalité-là. Mettons, quelqu'un qui se pose des questions, ce serait quoi, mettons, des traits, parce que naturellement, il y en a plusieurs, là, mais justement, d'adultes qui pourraient peut-être se sentir différents, puis qui pourraient dire, « Hey, peut-être que j'ai justement certains aspects du spectre de l'autisme. » Ça serait quoi? Y aurait-tu des petits traits que tu pourrais nous donner? Mais en fait, le profil varie beaucoup. Puis je suis pas certaine, je suis à l'aise de donner une liste de critères parce que ça varie tellement d'une personne à l'autre. Et ce que je vais dire, par exemple, c'est que il s'agit de différences au niveau des critères diagnostiques, c'est qu'il y a une différence dans la qualité de la communication sociale, donc la façon de parler, le type de contenu, donc de quoi je veux parler, ou la façon verbale de m'exprimer. Par exemple, je pourrais avoir un langage un petit peu plus stéréotypé, répéter les mêmes phrases, ou un ton peut-être un petit peu plus monocorde, ou au contraire, très varié, plus varié, par exemple, que d'autres personnes au quotidien varieraient leur ton, leur intonation. Et au niveau non-verbal aussi. Donc, le besoin de regarder l'autre dans les yeux pour comprendre où on s'en va dans notre conversation. Là, tu hoches la tête, c'est quelque chose qui est naturel. Ben, hocher la tête, c'est quelque chose qui est peut-être pas naturel au niveau du langage non-verbal. Donc, peut-être qu'une personne le fait parce qu'elle voit que c'est utile à l'autre personne, mais c'est pas nécessairement quelque chose qui est naturel au niveau de soutenir le langage avec des gestes. Donc, tout ce qui est non-verbal, au niveau qualité, peut présenter des différences. Pas que c'est grave, mais on parle de différence, justement, pas de déficience ou de... Non, puis il y a des niveaux aussi, il y a des Exactement. Différents niveaux. Là, oui. Là, ça, c'est la communication. Puis au niveau de la réciprocité sociale, donc c'est quand même assez technique quand on fait l'évaluation. Alors, réciprocité sociale, ben moi, quand je te parle, là, ben justement, je tiens compte de ton non-verbal, je tiens compte de la question, je surveille quand est-ce que c'est le temps d'arrêter de parler, est-ce que tu sembles avoir de l'intérêt, je te donne pas des détails pour rien. Ben là, c'est sûr qu'on est en entrevue, c'est un podcast, donc je t'en dis un peu plus, mais dans le quotidien, tu n'as pas nécessairement envie de te connaître toute ma vie quand tu me dis qu'est-ce que tu as fait comme étude. Donc, non, c'est ça. Il faut toujours moduler comment on s'ajuste à l'autre. Et quand tu me dis, Josiane, comment ça va? Bien, si je réponds bien, c'est pas aussi réciproque que si je dis et toi? Si je te relance, je m'assure que c'est une danse, une conversation verbale. Un échange. Donc, c'est ça, c'est là-dedans. Puis aussi au niveau des intérêts ou du traitement sensoriel, il peut y avoir des différences, comme être un peu plus sensible au son, aux textures, au niveau de l'alimentation. Avoir trop dans la foule aussi, des fois. C'est ça, plus susceptible à la surcharge sensorielle, mais c'est pas tout le monde. C'est pour ça que ça varie. Des fois, c'est l'inverse. Donc, le système en prend moins. Alors, je ressens pas autant ma douleur, j'entends moins... pas j'entends moins, mais je traite moins certaines informations. Alors, je peux avoir... c'est ça, plus ou moins d'intérêt pour des choses différentes des autres. Donc, la rigidité aussi, peut-être? Ça peut être quelqu'un qui est très rigide puis qui a de la difficulté à déroger de certaines choses. Mais de l'extérieur, mais c'est pour ça que je ne suis pas une grande fan de parler de critères de cette façon-là, parce que ça ne veut pas dire que si tu es rigide que tu es autiste non plus. Là. Bon, ça, c'est certain, mais de l'extérieur, ce que moi, je perçois comme rigide,
Donc, je suis en train de t'expliquer que c'est pas grave Non. si il pleut un peu, Non. puis qu'on va prendre une marche pareille, il pleut juste un petit peu. Est-ce qu'on peut dire non, j'y vais pas, ce qu'on peut percevoir comme rigide peut généralement être une perception qui est différente, un inconfort qu'on comprend pas de l'extérieur, puis les critères qui sont plus négatifs, donc ne regarde pas dans les yeux, ne est rigide ou toutes ces choses-là. Je pense que c'est vraiment ce qui est derrière, qui est différent, qui mène à ce que nous, on peut observer parce que justement, quand la personne ne se comprend pas, mais elle ne peut pas nous expliquer ce qui se passe. Donc, elle se gère autant qu'elle peut, elle est en survie par rapport au contexte. Et de l'extérieur, ça peut avoir l'air problématique. Mais c'est ça qui est intéressant au fil du temps, quand l'enfant est diagnostiqué, apprend à se connaître, apprend comment son corps, son système nerveux fonctionne, puis à ce moment-là, il peut l'expliquer aux autres, il peut aussi choisir ses contextes. Par exemple, si je surcharge parce qu'il y a des foules, je ne m'arrange pas pour avoir un travail ou un lieu de vie où je vais devoir prendre le métro puis m'épuiser. Donc, je me connais. Les bons choix. Exactement. Puis, c'est un mode de fonctionnement puis de pensée qui est différent. Donc, puis en le sachant à ce moment-là, puis ça, c'est bien parce qu'à travers les années, tu as vu cette évolution-là d'aide, de programmes, de diagnostics qui sont arrivés parce qu'il y a 25 ans, c'était quoi par rapport à aujourd'hui? Oui, puis de compréhension du diagnostic. C'est ça. Juste ça, c'est déjà beaucoup. Là. Parce que dans le temps, c'était beaucoup plus les enfants qui avaient soit une déficience intellectuelle ou qui étaient non-verbaux, qui recevaient on faisait beaucoup d'amalgames, puis beaucoup tout dans le même panier. C'est ça. Mais la science... le partage, l'Internet a fait une grande différence. Les chercheurs peuvent se parler, peuvent collaborer, beaucoup d'imagerie du cerveau qui ont permis de faire évoluer comment on comprend ce qui se passe et de voir que justement, c'est une différence et que ça fait partie c'est une variété de personnes qui est nécessaire à notre société. Et je pense qu'il y a autant d'autistes dans la société qu'il y en a toujours eu, mais c'est juste que on ne donnait pas de terme par rapport à ça. Donc, non, puis là, même maintenant, les employeurs sont ouverts à engager ces gens-là. Ils sont beaucoup plus inclus dans la société, sont moins mis à l'extérieur de la société parce que c'était ça avant. Donc ça, c'est... Te sens-tu avoir été quand même avant-gardiste par rapport à ces gens-là? Parce que c'est depuis 25 ans que tu as eu quand même ce coup de cœur pour ces gens-là? Bien, avant-gardiste, je ne sais pas, c'est un drôle de mot. J'ai suivi avant-gardiste par rapport à l'ouverture à ces gens-là, à vouloir les comprendre, justement, à aimer leurs différences, à vouloir mettre en valeur leur qualité d'être humain. Non, mais je pense que toute personne qui côtoie ou qui a côtoyé il y a 20 ans, quand on connaît une personne, c'est sûr qu'on l'aime puis on voit. Non, c'est ça. Je pense que j'ai suivi l'évolution scientifique en restant dedans, mais tu aurais pu ne pas t'y intéresser aussi. Je veux dire, dans le sens que, comme tu disais, mais j'aurais pu travailler dans un autre domaine. Oui, c'est juste que ça a donné. En ergo, tu aurais pu choisir un autre. Comme tu disais, il y en a des points qui ne m'intéressaient pas du tout. Oui, c'est ça. Tu es revenu à ça, tu es tombé en amour avec ces... Oui, la vie a fait que j'ai rencontré des jeunes qui m'ont touchée dès le début de ma carrière. Puis, avec l'équipe diagnostique dans laquelle j'ai fait partie aussi, a vraiment déclenché un grand intérêt pour la partie scientifique derrière tout ça, puis pour comprendre. Puis je pense que le grand avantage que moi j'ai eu, c'est de vraiment travailler en équipe avec une psychologue, une orthophoniste, entre autres, des médecins spécialisés dans le domaine et puis une travailleuse sociale aussi, qui m'a permis de vraiment pas juste m'intéresser à la partie qui normalement est plus donnée à l'ergo, donc qui serait plus au niveau de la gestion sensorielle, ouvrir tes horizons puis par comprendre l'ensemble du profil, puis de
Donc, je pense que ça m'a aidé à avoir un intérêt un petit peu plus poussé pour lire davantage, puis vraiment devenir... je voulais être compétente pour mes clients d'abord, parce que quand je me sentais démunie en début de pratique pour aider le jeune, je trouvais que c'était pas ça mon rôle. Et c'est sûr que j'étais consciente que j'étais une jeune graduée, mais ma job, si je voulais travailler avec ces jeunes-là, c'était d'aller lire puis d'aller m'éduquer au maximum pour pouvoir les aider avec tout ce que je pouvais leur donner. Les apprentissages. Chez les parents, quelles sont les qualités que tu as vu ressortir des parents de ces enfants-là, de ces familles-là? Les qualités des parents, je veux dire, avec les parents, c'est des familles naturellement qui vivent avec cette réalité-là. Qu'est-ce que tu pourrais dire de ces familles-là? Bien, les familles ont un enfant, chaque famille aime son enfant, l'accompagne du mieux qu'ils peuvent. Puis c'est sûr que c'est un grand défi pour la famille qui ne comprend pas encore leur enfant lorsqu'il y a des différences. Et c'est sûr que c'est plus prenant si il y a un niveau d'autisme qui est plus présent, par exemple, l'enfant est non-verbal où il est très, très, très fragile au niveau sensoriel et il peut surcharger plus facilement. Donc, c'est sûr que ça peut être très épuisant et que le soutien n'est pas toujours là. Il n'y a pas nécessairement autant de services disponibles que les familles auraient besoin. Puis un travail à faire avec les parents aussi, là, tout un travail d'accompagnement puis de soutien. Oui, c'est ça. Puis au niveau des services publics, ça peut être de courte durée, des épisodes et tout ça. Alors, c'est sûr que c'est des parents qui sont plus engagés. Ils n'ont pas le choix non plus, mais qui sont... Moi, c'est un travail à plein temps. J'ai pas connu une famille qui n'était pas merveilleuse. Et les familles que je rencontre, justement, les parents viennent vers moi pour mieux comprendre, pour mieux accompagner leur enfant. On désire de changer les choses puis d'améliorer les choses. Mais oui. Qu'est-ce qui... tu as vu aussi en milieu scolaire, naturellement, des enfants qui sont... Par rapport à l'intégration des enfants autistes, entre autres. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que il y a toujours deux écoles de pensée à ça, l'intégration, pas l'intégration. Toi, qu'est-ce que tu as vu à travers ton parcours? Je ne te demande pas de te positionner comme tel, là, mais qu'est-ce que tu peux te positionner aussi, mais l'intégration de ces enfants-là. T'en penses quoi ou qu'est-ce que tu as observé? C'est sûr que je ne suis pas dans une position pour émettre une opinion par rapport aux décisions de façon de procéder ou pas exactement, mais c'est sûr qu'au fil de ma carrière, le pattern... il y a 20 ans, c'était beaucoup plus les classes spécialisées et maintenant, c'est beaucoup plus l'intégration. Et il y a du pour et du contre dans les deux. Donc, ça amène des avantages et des défis des deux côtés. Alors, mais c'est ça, étant pas, je pense que c'est une question pour... Mais qu'est-ce que tu as observé justement comme point positif des enfants que tu voyais peut-être il y a 25 ans qui étaient comme plus dans des classes spéciales? Puis on le sait, là, les classes spéciales ont lieu d'être. Mais encore là, je pense que la pire chose à faire en éducation, c'est de généraliser. Chaque enfant est différent. Il y a plein de facteurs qui vont faire en sorte que pour un enfant intégré dans une classe spéciale, c'est sa place, c'est mieux pour lui. Puis il y en a d'autres que l'intégration va être révolutionnaire pour cet enfant-là. Mais toi, à travers ta carrière, qu'est-ce qui a été positif de l'intégration, par exemple, ou de rester? C'est les points positifs dans les deux situations. Mais comme je disais tout à l'heure, ça prend toutes sortes de personnes pour faire un monde. Et lorsque l'enfant est intégré, il côtoie plus principalement des enfants, soit qui lui ressemblent ou qui ont d'autres diagnostics. Et les enfants autistes comme les enfants ordinaires... Tu parles en classe spéciale? Oui, c'est ça. Bénéficient de côtoyer des enfants qui sont, entre guillemets, plus normatifs. Alors, ça, c'est un désavantage de l'intégration. Okay. Lorsque l'enfant est intégré, à ce moment-là, il y a plus de susceptibilité à être surchargé dans une classe avec plus d'élèves, avec plus d'imprévisibilité au niveau des bruits, des mouvements. Ça peut le déstabiliser dans certains cas, peut-être un peu plus. Les stimuli sont moins contrôlés que dans une classe spécialisée. Où il y a juste 8 élèves, où il y a 8 élèves, où l'enseignant est vraiment au fait que, par exemple,
plusieurs jeunes sont sensibles au bruit, donc les meubles vont avoir des petits... Le matériel peut être moins adapté aussi. Oui, c'est ça. C'est ça que j'essaie de dire. Puis comme je disais tantôt, au niveau des façons d'enseigner puis d'apprendre, bien, ça peut être très différent lorsque le mode de pensée est différent. Alors, des fois, certains jeunes fonctionnent très, très bien au niveau des moyens d'enseignement didactique ordinaire, plus verbal, plus... là, j'allais dire la craie au tableau, c'est plus le même. Là, c'est des tableaux interactifs, puis des tableaux blancs, puis tout ça. Mais donc, les façons d'enseigner, pour certains, c'est bien correct. Ils sont plus visuels, ou d'autres sont plus auditifs, et d'autres sont plus kinesthésiques, ont besoin de plus bouger. Donc, quand la classe est plus petite, il y a plus de façons d'individualiser en fonction du profil du jeune, moins dans la grande classe. Mais je pense qu'il y a plusieurs autres enjeux qui entrent en ligne de compte aussi. Oui, c'est un peu ça. On le voit dans les milieux scolaires, il y a des enfants en classe spéciale. Il y en a pour qui c'est vraiment mieux pour toutes les raisons que tu as évoquées. Puis que justement, de l'intégration, c'est moins pertinent pour eux et même aidant. Mais tu en as pour qui, par contre, l'intégration peut être très favorable pour X raisons. Par le niveau, leurs conditions... etc. Là. Donc, mais je pense que tu le dis bien. C'est du cas par cas pour qui bénéficie de quel type de classe. Puis, le gouvernement n'a pas le choix de dire, ben voici ce qui est le système en dans la mesure moment. du possible, donc, l'école, etc. Donc, ça sert certains enfants, ça sert moins d'autres. Malheureusement, c'est ça. C'est pour ça que parfois un élève avec un diagnostic X peut être intégré, puis parce que, mettons, dans cette école-là, il n'y a pas de classe spéciale, mais à un moment donné, le milieu se rend compte qu'il aurait besoin d'être dans une classe spéciale, donc il va avoir une dérogation où l'enfant va fréquenter une autre école de son secteur dans une classe spécialisée, justement, parce que là, l'intégration n'était pas favorable. Il y en a d'autres qui vont être intégrés toute leur vie, puis ça va bien se passer avec d'autres services. Donc, c'est ça, je pense qu'il n'y a pas de... C'est ça, il ne faut pas faire l'erreur de dire oui, ton enfant... non, le scénario idéal, c'est toujours le scénario qui est idéal pour l'enfant qu'on a devant nous. Ça t'a-tu amené à un moment donné te positionner de façon un petit peu plus, en tant qu'ergothérapeute, de dire, ben dans des dossiers, de dire, écoutez, moi, je trouve vraiment que ça serait ça qui serait bon pour cet enfant-là. Bien, toujours. Lorsque j'accompagne un enfant, mon rôle, c'est de comprendre son développement à lui, sa dynamique à lui, de faire des recommandations. Ses occupations à lui, ses situations de handicap à lui et de faire des recommandations. Donc, oui, toujours. Je vais souvent faire partie, par exemple, des rencontres de plans d'intervention en milieu scolaire ou de l'accompagnement de l'enseignant, par exemple, de régulier qui a besoin de stratégies pour accompagner l'enfant ou en classe spécialisée aussi, là, c'est possible. Donc, oui, je suis impliquée autant qu'on me donne la possibilité de le faire. Ça, c'est intéressant parce que justement, souvent, c'est l'enseignant qui se retrouve avec toutes sortes d'élèves, là, des élèves avec des diagnostics différents, des besoins différents, des contextes familiaux différents, des parents qui sont des fois moins impliqués, plus impliqués, des parents qui ont moins de moyens financiers pour justement aller chercher des services privés, etc. Bien, l'enseignant doit devenir souvent un mini-expert, si on peut dire, de telles conditions pour tel élève, telle condition pour tel élève. Lui, il a telle médication, elle a telle médication. Lui, il doit avoir un coussin, il doit avoir telle affaire. De par, justement, votre profession, de dire, ben oui, cet élève-là, voici qu'est-ce qui devrait être fait dans le meilleur du possible. Donc, puis moi, je trouve ça important d'en parler parce que c'est une réalité des enseignants de devoir être capable d'être très, très polyvalent par rapport aux besoins spécifiques de leurs différents élèves. C'est une classe de 27, là, ben, des fois, tu en as 5 à qui tu dois donner une médication. Tu en as 3, justement, qui sont suivis en ergothérapie, qui ont des mesures adaptatives en milieu scolaire. Tu en as un autre qui a un trouble auditif central. Il faut que tu portes un appareil pour que, etc. Donc, c'est une réalité que des fois qu'on n'en entend pas souvent parler, mais que les enseignants ont. Puis c'est bien s'ils peuvent avoir un certain soutien de professionnels à un certain moment là, dans le cheminement. Là. Mais tout à fait. Mais oui, on en entend parler. Mais c'est ça, le soutien, c'est plus compliqué nécessairement si
la famille n'est pas engagée finalement avec un professionnel au privé qui peut venir finalement collaborer avec l'école. Parce qu'en milieu scolaire, les ergothérapeutes, là, ils sont débordés, mais même en milieu hospitalier. Mais c'est nouveau les ergothérapeutes en milieu scolaire. OK.